Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là. Luc Laliberté. Contre, pas une refonte du système. On est contre le système, point. La rencontre La Liberté-Martineau. Alors, Luc, on est le 22 novembre 2023. Il y a 60 ans, jour pour jour, John F. Kennedy tombait sous les balles. De qui? Moi, j'ai tendance à croire que c'est Lee Harvey Oswald, mais tu sais, ça a l'air qu'il y avait la mafia italienne, les Cubains, le FBI, la CIA, Lyndon Johnson, tout le monde, les Russes, tout le monde était là-dedans. Donc, profitons-en pour en parler de JFK, tiens. Ouais, de JP, écoute, une note plus personnelle en débutant. JFK, souvent les étudiants ou il y a des auditeurs qui me demandent, M. Laliberté, quand vous parlez des États-Unis, vous avez l'air d'aimer les États-Unis ou encore vous avez l'air d'être passionné par leur histoire à tout le moins. Une partie de cette passion-là pour l'histoire et la politique américaine, ça vient de JFK. Mais pas forcément par admiration pour JFK. Tout jeune, écoute, je suis pas né quand JFK est élu, je suis pas né quand il est assassiné non plus. Mais en grandissant, j'ai une tante, une Québécoise, tout ce qu'il y a de plus québécois, qui est vraiment jamais sorti du Québec, mais qui me garde quand je suis tout petit. Et elle est obnubilée, fascinée par JFK. Donc, elle a ses discours, elle a des entrevues, elle ramasse et collectionne tout ce qu'elle peut. Et en grandissant puis en arrivant au niveau du cégep, au niveau universitaire, je me disais, il semble que ce politicien-là, cet Américain-là, ait marqué le Québec et pas que les États-Unis. Et ça a été comme une de mes nombreuses portes d'entrée vers l'histoire et la politique américaine. Et c'est pendant mes études universitaires que je découvre ce que j'ai envie de te dire, puis là, on se retrouve plus près de la journée d'aujourd'hui. Kennedy, pour moi, je dirais, c'est le mirage américain. C'est toute une part d'inspiration. Ce sont des événements marquants en politique étrangère, en politique intérieure, mais c'est aussi le début, à mon avis, ou le prélude à la crise de confiance des Américains envers leur système politique. Sous Kennedy et sous Johnson, on va, et là, après ça, il s'agit pour les historiens de faire la part de responsabilité des deux. Qu'est-ce qui revient à Kennedy et qu'est-ce qui revient à Johnson qui va lui succéder? Mais il y a cette part de mensonge ou de dissimulation, autant dans la vie personnelle, dans la vie privée de John F. Kennedy, que dans certains documents qu'on n'a pas transmis à la population américaine. Ça va éclater des années plus tard sous Nixon, puis les multiples scandales. Mais on a, je dirais, les racines de ça. Donc, on a quelque chose de réellement inspirant. Un leader ou un meneur qui inspire, comme ça arrive une fois par génération. Mais tout ça couvre, masque ou cache une autre réalité à laquelle on réagit beaucoup aujourd'hui. Moi, l'image de Kennedy que j'ai, c'est cette image dans le Hyannisport, quand il faisait du bateau à voile avec un ciel bleu éclatant, son petit chandail et tout ça. Il y avait un côté, d'ailleurs, j'ai fait le pèlerinage dans sa bibliothèque officielle. Je suis allé à Hyannis, etc. Et, tu te rappelles, Richard, je t'interromps juste une seconde. Tu réfères à l'image du voilier, à la bibliothèque Kennedy. Tu te souviens comment on a disposé et placé, où elle est installée, mais comment finalement la grande verrière nous permet de voir finalement l'océan, de voir la mer, qui évoque la passion ou le goût de Kennedy pour la voile et pour la mer. Ah oui, c'est les gens qui aiment beaucoup aller justement sur la côte est américaine, aller voir la bibliothèque officielle de John F. Kennedy. C'est extraordinaire. Cela dit, quand tu grattes un peu, son père était à coquiner avec la mafia. Ils ont demandé à la mafia de les aider pour que John F. Kennedy puisse gagner. Il y a des gens qui disent même, sans l'aide de la mafia, peut-être qu'il n'aurait pas gagné ces élections. Sous Kennedy, il y a eu une escalade au Vietnam. Donc, écoute, tu sais, bref, quand tu regardes ça, il était très opportuniste. Comme je disais hier, il voulait pas se faire montrer à côté de Sammy Davis parce que Sammy Davis avait une femme blanche, c'était mal vu auprès de son électorat. Je pense que derrière le mythe, comme tu dis, il y avait quelqu'un qui n'était pas aussi extraordinaire qu'on le croyait. Écoute, on a même ressorti dans les dernières années, puis il y a un documentaire de 2019 qui braque les projecteurs là-dessus. On a même sorti les prescriptions ou le cocktail de médicaments que lui injectait celui qu'on a surnommé le docteur Feel Good, c'est Jacobson.
Et on a dit, il y a même des gens qui s'interrogent après coup, au moment où aujourd'hui, on ne tolérerait pas ça, où on exige la transparence, en tout cas, on l'espère, la transparence au niveau de l'état de santé de Joe Biden et de Donald Trump, on a dissimulé beaucoup de choses sous Kennedy, et c'est même un cocktail qui a été remis en question. Le médecin, M. Jacobson, a été rayé ensuite de sa profession pour avoir injecté le même genre de cocktail à d'autres qu'à John F. Kennedy. Et on se demande, est-ce que Kennedy ça aurait été le même président? Est-ce qu'il aurait pris les mêmes décisions s'il n'y avait pas eu, entre autres choses, dans ce cocktail de médicaments, des amphétamines? M. Kennedy, là, on lui a accordé les derniers sacrements 3 ou 4 fois. C'est quelqu'un qui traînait des problèmes physiques particulièrement graves. Donc, tu vois, derrière le masque que nous, on a vu ou qu'on a entretenu pendant longtemps, la beauté, la jeunesse, le dynamisme, l'intelligence, ça ne veut pas dire que tout ça est faux, mais ça veut dire qu'il y a une grande partie de ça qui est attribuable à un médicament dont Kennedy disait, parce que d'autres médecins dans son équipe disaient, mais ne prenez pas ça, puis on a fini par l'interdire. Mais il disait, je me fiche de ce que c'est, ça pourrait être de la pisse de cheval, ça fonctionne. Et il avait une grande confiance dans ce médicament-là pour lui donner l'énergie, la force physique qui lui manquait sans apport médical. Et je te disais hier que je suis en train de lire une biographie de Sinatra. Sinatra, à l'époque, était l'homme le plus populaire aux États-Unis. C'était une idole, équivalent des Beatles et d'Elvis Presley à l'époque. Et Kennedy a utilisé son amitié avec Sinatra pour justement cruiser le milieu d'Hollywood, cruiser tout ça. Et dès qu'il a été élu, la journée où il a été élu, il ne retournait pas les appels de Frank Sinatra parce que là, il voulait plus le voir. Merci beaucoup, Frank, tu m'as aidé à me faire élire. Bye-bye, on ne se reverra plus. Donc, Carlos will call you. C'était quelqu'un qui était assez spécial. C'est le moment où on devient, faute de mieux, donc comme expression, mainstream. Il faut être accepté par l'ensemble des Américains, être accoquiné à une certaine faune qui est très impopulaire. On l'oublie. Kennedy, il polarisait aussi. Quand on parle de polarisation aujourd'hui, on va dans certains extrêmes, on parle de gestes violents, mais on oublie à quel point la période des années 60 a été violente. Quand Kennedy est assassiné à Dallas, il y a des gens qui se réjouissent dans les rues dans le sud des États-Unis. Donc, quand on parle de débat gauche ou droite, les progressistes de Washington, pour mettre en place une partie de son programme, Kennedy doit miser énormément sur l'intervention de l'État. C'est pas plus bien reçu, c'est pas mieux reçu, pardon, à l'époque que ça ne peut l'être aujourd'hui pour bien des Américains. Alors, on n'aimait pas ces gauchistes, on n'aimait pas ces progressistes qui étaient à Washington. Et c'est là, je dis, on oublie souvent quand ça devient un mythe et quand c'est un personnage qui devient historique, un peu comme Martin Luther King, on est prêt à pardonner des parts d'ombre. Et il y en a. Donc, ça n'enlève pas ce qui est positif de l'héritage de JFK, mais souvent, on a eu tendance à taire cette part d'ombre. Kennedy, c'est une des élections les plus serrées de toute l'histoire. Tu y as référé tout à l'heure. Ça s'est décidé dans la nuit. C'est Richard Nixon qui était donné gagnant. Et il y a des historiens qui sont retournés fouiller pour dire, écoutez, si on a hésité avant de confirmer George W. Bush, si on a hésité avant de confirmer Donald Trump en 2016 ou Joe Biden en 2020, allez relire vos notes sur l'élection de 1960. Ça a été ce qu'on appelle un suspense, un nail-biters. Donc, tout ça pour dire, effectivement, moi, je retiens John F. Kennedy, puis c'est peut-être le défaut de l'historien, c'est le recul. Il y a, bien sûr, je retiens ça, c'est motiver autant de gens et laisser un tel héritage, une telle passion chez des gens. Il n'y a pas beaucoup de politiciens qui parviennent à faire ça. Mais en même temps, on s'assoit, on respire, puis on observe l'ensemble du dossier. La seule limite que j'ai pour me prononcer sur John F. Kennedy et son héritage, c'est qu'on ne saura jamais la réponse à la question. Oui. Qu'aurait-il fait si on ne l'avait pas assassiné? Tu référais au Vietnam tout à l'heure. On sait que sous Lyndon Johnson, c'était finalement, on est allé dans un véritable bourbier, on a envoyé 500 000 hommes sur le terrain. Donc, ça, on l'a comme statistique. Après ça, à qui on s'en remet pour dire on aurait évité ça avec Kennedy? On suppute, on peut imaginer bien des scénarios. Reste qu'on ne saura pas jamais ce qu'il aurait fait à la place de Johnson. Mais c'est la jeunesse. Quand il est arrivé, c'est ça qui manque aujourd'hui, ce vent de jeunesse. Et d'ailleurs, lors de son discours inaugural, lorsqu'il est devenu président, il a dit la torche est passée, le flambeau est passé à une autre génération. C'est ce qu'il a dit. Et là, on a besoin de ça aux États-Unis, de cette fougue de la jeunesse.
À l'époque, ça aussi, quand on parle de l'âge des politiciens, il faut dire qu'il était plus jeune, lui, mais on passe pour les Américains, en une élection, on passe de Dwight Eisenhower. On parle d'âge, on parle d'expérience, mais on va donc passer de ce vétéran qui a mené les forces qui géraient le front atlantique pendant la guerre, on va passer du très conservateur Eisenhower au jeune et dynamique dans les perceptions Kennedy. C'est un peu ce que nous a offert à sa manière Barack Obama des années plus tard. Ouais. En relisant mes notes sur Kennedy pendant enseignant, ça rend encore plus grand l'exploit réalisé par Obama. Ensuite, pour un jugement sur les 2 mandats d'Obama, c'est autre chose, mais il a fallu attendre Barack Obama en 2008 pour revoir cette espèce d'engouement. Obama est encore un homme jeune au plan politique, mais c'est un président jeune, dynamique, et à ce qu'on sache, lui, sans aide médicale. Donc, il est aussi fatigué dans les campagnes électorales. Mais écoute, moi, je me souviens encore, parce que ça a été la première élection que j'ai couverte vraiment au Québec dans les médias. Puis je me souviens en classe, la réaction des étudiants. Tout le monde parlait d'Obama. Assez pour que je dise, attendez un peu, il marche pas sur les eaux. Oui. C'est un gigantesque paquebot, les États-Unis. Il pourra pas changer ça dans un, peut-être même dans 2 mandats. Mais c'est dire à quel point Obama a réussi un exploit. Mais on est passé d'Obama à Trump et à Biden. Donc, ce fameux flambeau, ce fameux relais, on pensait l'avoir transmis à une nouvelle génération de politiciens. Puis là, oups, on a comme, si on ne pense ça que sous cet angle, on a reculé de pas 1, mais bien 2 pas. Mais on attend The Rock. Moi, je veux la nomination de Aquaman. Je veux Aquaman comme président. Moi, je veux Jason Momoa contre Dwayne The Rock Johnson. Écoute, on a des colosses de la politique américaine en devenir. Merci, Luc. Bonne journée. Demain, on va parler, des démocrates et de l'immigration. Oui. C'est vraiment, là... oui. Ça l'embête beaucoup, ce sujet-là. Ce qui risque d'être le kryptonite démocrate. Donc, si Superman avait le sien, pour les démocrates, c'est la frontière, puis on s'en parle demain. OK, salut.